Professeur Didier Raoult, professeur Pierre-Édouard Fournier, où en est-on de la circulation des variants du SARS-CoV-2? Bonjour, oui, je suis toujours là. Mais je suis un peu enroué, je prie de m'en excuser, j'ai une laryngite que j'ai contractée auprès de ma petite fille. Ici, vous avez sur ce diagramme-là les différents variants qui ont causé les différentes poussées épidémiques. Celui-là, c'est celui qui est venu de Chine. Ça, c'est le petit Marseillais qui est venu d'Afrique du Nord, qui a quasiment tout de suite disparu parce qu'on était en fin d'épidémie. C'est-à-dire on avait des variants très très dispersés, comme j'ai pu expliquer. Ici, vous avez le 4, là, celui dont on a dit qu'il venait des Visons, et qui a présenté une double épidémie dont on a pu voir qu'elle était liée à l'apparition d'un sous-variant à l'intérieur de ce 4. Ici, vous avez l'anglais, là, le Yucca, que maintenant on appelle Alpha. Et puis ici, vous avez le Delta, ou l'Indien, qui est en train de sévir actuellement, qui est un peu en train de diminuer. Bon, on ne sait pas, vous voyez, personne ne peut prédire, à part les magiciens, s'il va avoir une courbe comme celle-là, une courbe comme celle-là, ou une courbe en cloche comme on a habituellement. Alors si on regarde parallèlement à ce qui se passe en général, on voit, ça c'est le nombre de cas, vous voyez, ça c'est le nombre de réanimations, et ça, de cas en réanimation, et ça c'est le nombre de décès. Si on compare le nombre de décès que nous avons maintenant par rapport aux autres épidémies, Pierre-Édouard expliquera ça, mais globalement, on a plutôt moins de décès, plutôt la moitié moins de décès par cas diagnostiqué que ce que nous avions avant. C'est aussi ce que rapportent les Anglais, encore en plus marqué encore, puisque les Anglais ont 1/10 des décès du pic épidémique le plus mortel. Les Islandais aussi sont 1 pour 10 ou 1 pour 20 des décès en moins, mais en revanche, en Israël, il y a 1 pour 2 à 1 pour 3 des décès qu'on avait vus dans les épidémies précédentes. Donc on voit que cette épidémie est moins mortelle que les épidémies précédentes. Encore une fois, c'est souvent le cas de ces épidémies récurrentes avec des virus qui mutent beaucoup, c'est qu'au fur et à mesure, ils sont de moins en moins dangereux, ce qui est la meilleure nouvelle que l'on puisse espérer. Et ici, sur cette troisième figure, vous voyez, en revanche, au fur et à mesure que le temps passe, et singulièrement depuis qu'on a le variant Delta, la proportion des gens vaccinés augmente d'une manière assez considérable. Et là, pratiquement, nous n'avons que des vaccinés à 2 doses, quelques vaccinés à 3 doses, qui ont fait des infections aussi. Mais plus rares parce qu'il y a peu de gens qui ont eu 3 doses, ou parce que ça marche mieux. Mais globalement, c'est vrai que la conjonction probablement du fait que le vaccin épuise un peu son effet et que le Delta y résiste un peu donne cette courbe. Cela étant, la mortalité actuelle touche les mêmes sujets, c'est-à-dire c'est toujours les sujets qui sont obèses ou qui ont un cancer pour les moins de 65 ans, ou les gens qui sont plus âgés avec une médiane d'âge que j'ai calculé ce matin, qui est de 77 ou 78 ans, donc qui est pas loin de ce que l'on avait, qui est de 80 ans. Donc c'est la même population, c'est cette population qui doit faire l'objet d'une surveillance particulière. C'est eux qui doivent être vaccinés, il faut aller les chercher, il faut aller vacciner ces gens, parce que ces gens ont un risque de faire une forme très grave. Et bien sûr, il faut vacciner ceux qui ont le plus de risque d'attraper la maladie, parce qu'ils sont au contact des malades. Donc cela reste des populations à risque pour lesquelles il faut les vacciner. Ensuite, je voudrais dire que j'en ai assez qu'on me dise que le fait de ne pas prendre le vaccin pour une baguette magique, parce que je suis un homme lucide et que j'ai essayé d'être lucide toute ma vie, alimente qui les pro-vax ou qui les anti-vax, c'est pas mon problème, c'est pas ma question, je suis pas si bête que ça, c'est pour ça que cette émission s'appelle « On a le droit d'être intelligent » et donc on a le droit d'avoir des nuances, d'analyser les choses calmement. Il y a des gens dont c'est le métier de dire les choses sont simples et faites et obéissez, peut-être que ça marche, j'en sais rien. Moi, mon rôle n'est pas là, mon rôle est de dire ce que j'en constate. Et ce que je constate, c'est que c'est ni complètement inefficace, on verra, ça protège
du risque d'infection et ça protège du risque de forme grave. Et c'est particulièrement important pour ceux qui font une forme grave, d'une part, mais d'autre part, c'est pas une baguette magique qui va permettre d'un coup de dire, écoutez, on va les vacciner, et puis tout va s'arrêter. D'abord parce qu'il y a des infections chez les animaux et qu'on ne vaccine pas les animaux, et que deuxièmement, les vaccins qu'on a pour l'instant sur le marché sont imparfaits dans leur capacité à protéger, tous les variants, et deuxièmement, tous les patients, parce que ceux qui sont les plus à risque, malheureusement, sont ceux aussi qui répondent le moins au vaccin. Donc il faut arrêter. C'est un jeu d'imbéciles que manie beaucoup la presse et parfois les politiques, de dire où c'est oui, où c'est non. La vie, en particulier la médecine, n'est pas comme ça. Et le rôle des scientifiques, ça n'est pas de dire oui, ça marche à tous les coups, ou non, ça marche jamais. C'est d'essayer de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui marche, et qu'est-ce qui ne marche pas, parce qu'à force de raconter aux gens que tout va très bien, Madame la Marquise, quand ils se rendent compte que c'est pas vrai, on perd toute crédibilité. Et il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui essaient de garder un peu de crédibilité ici. Et donc, moi en tout cas, je ne veux pas perdre ma crédibilité en racontant des contes de fées. C'est pas vrai, c'est un des éléments, ça fait partie de l'arsenal que nous avons. Je suis content que d'ailleurs une partie de la presse commence à se rendre compte que c'est un des éléments de l'arsenal que nous avons pour lutter contre cette maladie. D'ailleurs, pour comprendre ce qu'est ma position sur les vaccins, j'ai écrit il y a quelques années un livre sur les vaccins, dans lequel j'explique qu'on peut parler de vaccins en étant intelligent, c'est ce que je crois. Il faut savoir que moi j'ai passé une partie de mes fonctions officielles à faire rembourser des vaccins, à lutter contre la désinformation sur le rapport entre sclérose en plaques et vaccination contre l'hépatite B, qui était née de décisions irréfléchies de Bernard Kouchner. Et globalement, ce qui a alimenté les antivax, c'est pas les scientifiques, c'est les politiques. C'est-à-dire que c'est le Lancet avec la rougeole prétendant que ça crée l'autisme et Tony Blair incapable de répondre à cette question. C'est Kouchner avec l'arrêt de la vaccination contre l'hépatite B. Moi, j'ai vu de mes yeux, après la campagne de vaccination contre H1N1 de Roselyne Bachelot, la moitié, baissée de 50% de la vaccination du personnel que nous faisions démarcher avec Michel Vancourt dans les services, la moitié, après cet épisode de vaccination surréaliste où on voulait vacciner les gens dans les stades, on a fait baisser de 50% l'adhésion à la vaccination contre la grippe, alors que nous recommandions et nous souhaitions que la vaccination contre la grippe pour le personnel soignant directement au contact des malades soit obligatoire. Donc il ne faut pas inverser les choses. La plupart de l'hostilité qui a été montée contre les vaccins a été montée par une association d'affolement de la presse et de décisions politiques controversées. Ce n'est pas les scientifiques qui ont fait qu'on ne croit plus au vaccin, c'est les politiques et la presse. Actuellement, lorsque l'on regarde les données à notre disposition, quels sont vos résultats concernant la protection de la vaccination contre l'infection ? Alors, nous avons conduit une étude de mi-janvier, date des premières vaccinations à l'IHU contre le Covid, jusqu'à mi-août, et qui concerne presque 15 000 personnes. Sur ces 15 000 personnes, 1158 ont été vaccinés, ont reçu au moins une dose vaccinale. Certains une, d'autres deux, et puis pour un petit nombre, 3 doses vaccinales. Et pourtant, ces personnes ont été infectées, ont été prouvées infectées par un test PCR positif. Donc nous sommes intéressés à savoir si les caractéristiques des personnes vaccinées étaient les mêmes que les caractéristiques des personnes non vaccinées en termes de symptomatologie, de taux d'hospitalisation, de taux d'admission en réanimation ou bien sûr de mortalité. Et donc on a fait une première étude qui est une étude en composante principale, qui est une étude un peu brute où on a pris toutes ces caractéristiques et on les a mélangées, on a regardé ce qui était lié l'un à l'autre. Et donc, vous le voyez sur ce schéma, cette étude montrait bizarrement semblait montrer que la vaccination n'avait pas de lien, en tout cas n'avait pas d'effet protecteur sur ni hospitalisation, ni admission en réanimation, ni décès. Donc bien entendu, on ne s'est pas arrêté à cette étude qui, on le sait, sur des données brutes parfois est trompeuse, et on a fait une analyse en
régression logistique, une analyse multivariée. Et là, on a des données qui sont très différentes et on montre qu'il y a un effet protecteur du vaccin contre, d'une part, le décès en diminuant par 2 la mortalité, et d'autre part, l'admission en réanimation, où là aussi, l'admission en réanimation est diminuée par 2. Donc, il y a un effet protecteur, il n'est pas parfait de ce vaccin, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui, malheureusement, continuent à décéder. Et parmi ces personnes, ce sont des gens qui rentrent dans les catégories que Didier Raoult citait tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes âgées, obèses et ou qui ont des comorbidités importantes. Mais ça fonctionne quand même, ça prévient la moitié de la mortalité et ça prévient la moitié des admissions en réanimation. Donc il y a un vrai effet du vaccin qui est pas parfait mais qui fonctionne. Merci beaucoup.